Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour Politis, l'émission qui replace le citoyen au cœur des politiques publiques. Ce soir, nous sommes à J-10 avant les élections provinciales. Alors cette question, les provinces ont-elles toujours leur place dans le paysage politique? Sommaire. Entre le gouvernement, les provinces et les communes, la répartition des compétences est parfois floue. Alors concrètement, qui fait quoi, qui décide, qui agit? Et n'y a-t-il pas trop d'acteurs autour de la table? Des questions qu'on va aborder avec deux personnes du terrain, Thibaut Bizien, le cofondateur de l'association environnementale Calédocline, et l'infirmier mais aussi président de l'Opus, l'organisation des professionnels et usagers du système de santé, François Delbois. Deux secteurs très différents mais confrontés à une même réalité, celle du millefeuille administratif. Puis nous poursuivrons la réflexion avec le chercheur en sciences économiques Samuel Gorohouna. Nous examinerons avec lui les effets des provinces sur le développement de l'île. Alors, au pays, il y a les rues de nos communes, et là, c'est la mairie qui prend en charge leur sécurité. Puis, il y a les routes provinciales, et là, ce sont aux provinces d'assurer la sécurité de ces routes. Et bien sûr, il y a aussi les routes territoriales, et là, c'est au gouvernement de les prendre en charge. Ça paraît quand même relativement simple et bien dispatché. Mais quand un problème arrive, alors là, les compétences sont soudainement très floues. Je vous propose de regarder ce sujet de notre journaliste de la Côte Est, Aurélie Chiron. C'était un sujet qu'elle a diffusé dans notre JT en décembre dernier. Début décembre, deux hommes d'une vingtaine d'années meurent dans un accident de la route à Wailou. Le conducteur perd le contrôle de son véhicule alors qu'il roule sur la RT3 aux abords du lycée de Doneva. Un drame qui survient un mois après une nouvelle interpellation du directeur de l'établissement face à la dangerosité de cette route. Alors nous sommes toujours très inquiets parce que nous ne voulons pas des morts dans l'établissement pour que l'on puisse réagir. Donc ça fait depuis de nombreuses années que nous écrivons aux autorités compétentes pour qu'il y ait un ralentissement global de la vitesse de ces automobilistes. La Nouvelle-Calédonie est compétente sur son réseau qui comprend les 4 routes territoriales. Les établissements scolaires sont des zones de rencontre sensibles entre les différents usagers de la route. L'approche du périmètre scolaire doit donc être indiquée. Il n'y a aucune signalisation qui indique que c'est un établissement. Donc nous sommes sur la RT3 sans limitation de vitesse. Spécifique aux établissements qui est donc de 50 km/h. Il y a très peu de contrôle et étant donné qu'il n'y a pas de panneau de signalisation. Si l'établissement se situe en zone agglomération, il appartient au maire de la commune de prévoir les mesures de sécurité nécessaires. L'établissement de Neva se situe dans la commune de Wailou, mais n'est pas dans l'agglomération de Wailou si l'on considère que l'agglomération correspond au village et là où se situe le panneau indiquant commune de Wailou. Sur place, on constate que le marquage au sol des passages piétons est effacé et la signalisation verticale inexistante. Pour cette raison, Thomas Carlen sollicite à plusieurs reprises le territoire. Son dernier courrier mentionne des conditions de sécurité très insuffisantes. L'établissement est sur le côté droit et tous nos champs et nos exploitations sont sur le côté gauche. Donc la RT3, c'est une voie extrêmement rapide et utilisée, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons eu des dégâts sur nos clôtures, nous avons eu des dégâts dans nos champs et nous avons des dégâts sur tous les brise-vents qui sont sur notre établissement. Inciter les conducteurs à ralentir est une mesure incontournable. Si les mesures de sécurité évoquées concernent principalement les automobilistes, les piétons ne doivent pas être oubliés. Les élèves de Doneva empruntent également la RT3 pour se rendre au gymnase situé à quelques mètres du lycée. Thomas Carlen espère désormais que des mesures seront prises avant la rentrée 2026. Voilà, et donc 6 mois après ce sujet, la situation n'a pas changé, il n'y a toujours pas de signalisation. Et les situations, ce type de blocage institutionnel, on en retrouve dans beaucoup de secteurs différents. C'est d'ailleurs le sujet de notre grand échange.
François Delbois, bonsoir. Alors, je sais que vous ne travaillez pas dans le secteur du transport. Toutefois, dans la santé, ça arrive aussi de se retrouver dans ce genre de situation où finalement tout le monde se renvoie un peu la balle? Complètement. Complètement, parce que dans la santé, on parle surtout de projet de vie des personnes. À un moment donné, il va y avoir un problème de santé, mais qui va impacter finalement la vie. Et il va y avoir différents éléments, différentes administrations en fait, qui vont dire, bah, tiens, si vous avez plus de 60 ans, moins de 60 ans, etc. Donc les personnes vont être catégorisées avec souvent des financements spécifiques, mais en fait, leur vie va être découpée en morceaux. Vous avez un exemple d'une situation dans laquelle un patient s'est retrouvé bloqué? Oui, très bien. Je pense à une petite fille handicapée. Sa vie est organisée, donc il y a toute une organisation autour où elle est chez elle. Son papa travaille la nuit, donc l'infirmière vient le matin, puis ensuite l'auxiliaire de vie, puis le transport, etc. Et jusqu'à un moment donné où un des éléments qui était à ce moment-là le payeur pour les soins a dit, bah, écoutez, nous, ça se passe la nuit, on ne veut plus payer dans ces conditions-là. Donc le château s'effondre. Tout le monde reconnaît qu'il y a un véritable problème, mais personne n'est en capacité de le résoudre, parce qu'il n'y a pas de transversalité entre les différents organisateurs. Résultat, c'est la vie de cette petite fille handicapée qui est impactée. Donc là, une fois de plus, les gens ne vivent pas dans ce millefeuille, ils ont leur vie. Et l'idée, c'est que ce soit plutôt les institutions qui s'adaptent aux problématiques de chacun, ce qui est tout à fait possible de faire, mais ça suppose modifier beaucoup d'habitudes et réformer le mode de fonctionnement en fait, et de la dépendance et de la santé en Nouvelle-Calédonie. Il faut décloisonner. Alors, quand on parle du millefeuille administratif pour le secteur de la santé, je pense que beaucoup de gens ont en tête ce dont on a entendu parler, mais sans forcément très bien comprendre, autour de l'aide médicale. Alors, par exemple, la province, on parle des provinces là, sont responsables aussi de la santé à travers l'aide médicale et les dispensaires. Donc, c'est essentiel, hein, notamment les dispensaires. Et l'aide médicale, par exemple, il y a une franchise qui a été majorée d'ailleurs suite aux événements. Et les gens ne peuvent pas payer cette franchise. Et donc il y a finalement un retard du soin ou renoncement aux soins, ou un soin en dernière extrémité, c'est-à-dire par les urgences, qui vient surcharger les urgences, qui vient emboliser tout le système hospitalier. C'est quelque chose que vous constatez sur le Tous les terrain jours. avec Tous vos les jours. patients en tant qu'infirmier? Alors, en tant qu'infirmier, oui. Il s'avère que je suis président de l'Opus, qui est une société savante, pas un syndicat, mais je suis aussi président du syndicat des infirmières, l'Alliance des infirmières calédoniennes. Et au quotidien, il y a énormément de remontées, de renoncement aux soins. Le renoncement aux soins, ça veut dire un chèque beaucoup plus cher, 100, 200 fois plus cher à payer pour la société en définitive. Et je crois qu'on parle un peu de problème de budget en ce moment. C'est tout à fait pertinent, en fait. Hein. On prend le bout de la ficelle, mais il y a tout le rouleau qui vient derrière. Et donc, réorganiser rapidement, reconsidérer, décloisonner dépendance, santé, ça me semble une urgence. Une urgence. Ouais. Thibault, bonsoir. Dans votre secteur, l'environnement, est-ce qu'un citoyen peut se retrouver aussi dans une situation bloquée? Je pense notamment, par exemple, à quelqu'un qui voudrait déclarer l'observation d'un dépôt sauvage. Oui, parce qu'on peut le déclarer de plusieurs façons. Il y a différents types de déchets. Il y a des déchets qui sont liés à des filières réglementées. Donc c'est vrai que c'est toujours pas évident parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que si un agent assermenté de la mairie, par exemple, voit quelqu'un jeter un déchet, bah, il peut effectivement lui mettre une amende, mais c'est seulement s'il est pris sur le fait. Si par contre, on arrive et qu'il y a un déchet par terre, on peut effectivement faire un signalement, mais à ce moment-là, c'est envoyé directement à la province sud. La province sud va demander une enquête au parquet. Et en fait, Ok. malheureusement, Est-ce que c'est vraiment effectif? jusqu'à présent, ça n'a jamais été suivi. Et en fait, c'est ce qui rend les problématiques environnementales complexes. C'est qu'effectivement, on a des compétences qui sont liées à la commune, des compétences qui sont liées aux provinces, puisque c'est quand même vraiment elles qui ont la compétence environnement. Mais du coup, ça peut être aussi sur un territoire qui est au gouvernement. Et en fait, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a une question de transversalité. C'est-à-dire comment on fait en sorte à ce qu'avec cette multiplicité d'acteurs, on arrive à faire en sorte à ce que les services entre eux coopèrent dans le cadre d'une stratégie globale. Et ça, c'est peut-être le vrai sujet, c'est dire aujourd'hui comment on fait avec différents types d'acteurs pour mettre en place une stratégie globale avec des protocoles d'action, des procédures et, on va dire, un objectif conjoint pour que
derrière, quand il y a une situation ou quand il y a des problématiques à résoudre, eh ben, il y ait vraiment une concordance d'acteurs qui agissent dans le même sens. Et c'est pas toujours évident. On a l'impression que ces exemples que vous avez tous les deux cités sont vraiment réels pour un tas de secteurs. Je pense notamment à la gestion de l'eau. C'est aussi un secteur qui est très compartimenté. Oui, parce que finalement, la politique de l'eau, elle est gérée par le gouvernement, mais en même temps, quand il y a des débordements, bah, ça se passe dans les communes et les impacts se réalisent dans les communes. Et ça peut être directement lié à un territoire qui est provincial ou à des zones qui sont gérées par la province, puisque bah, une partie des rivières sont gérées par les provinces aussi. Donc du coup, bah, le principe, c'est de dire mais comment on fait pour qu'il y ait une linéarité. On peut parler du feu aussi. Hein. Les feux, c'est le même principe. Et là encore, il faut qu'il y ait une coopération. Et la coopération, elle est rendue d'autant plus difficile que parfois entre des représentants d'une commune et des représentants d'une province, par exemple, il peut y avoir des affinités politiques aussi qui peuvent directement influer sur la coopération ou la non-coopération. Ou dans le mauvais sens, effectivement, oui, je vois ce que vous voulez dire. François, on entend souvent qu'il y a trop d'échelons, on vient de le marteler durant ces premières minutes. Très concrètement, si on notait les provinces, est-ce que le système de santé se porterait mieux ? L'idée, en fait, là aussi, c'est l'idée de l'opus dès le début, hein. C'est dans cette idée de parcours patient, c'est la territorialisation de la santé. Avoir une politique territoriale, unitaire, on a un membre du gouvernement en charge de la santé, on a une DAS en charge de la réglementation, la direction des affaires sanitaires. Il serait assez logique d'enlever quelques feuilles du millefeuille et d'avoir une cohérence territoriale. On voit bien, il y a des problèmes avec les îles, par exemple, avec la province des îles, qui n'a pas payé aucun des professionnels de santé pendant des mois, voire des années. Voilà, il y a la province des îles. La province nord, il y a encore d'autres types de problématiques quant à l'accès aux soins aussi, les transports, etc. Avec des tarifications différentes, ça semble assez évident qu'il faudrait pouvoir uniformiser. Soigner en tout cas de la même manière partout. L'accès aux soins. Alors c'est vrai que quand on est au fin fond, évidemment, matériellement, s'il y a plus de routes ou de pistes à faire, il y a un accès qui est plus difficile. Mais ce serait une condition normale. Là, ce qui est anormal, c'est, une fois de plus, la multiplication des administrations. Rajouter des complexités supplémentaires. Des complexités à la population, en fait. On est une seule et même population. Je veux dire, l'île est une seule, même s'il y a les loyautés, il faudrait avoir la même politique pour tout le monde. Thibaut, est-ce que vous partagez cet avis ? Oui, alors en fait, selon moi, il n'y a pas de système parfait, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque système. Le gros avantage, c'est qu'effectivement, en ayant une politique territoriale, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une stratégie pays, et là, ensuite, on peut la découler dans d'autres organismes, comme là, les provinces chez nous, mais il y a les régions en France, et il y a aussi des régions chez nos voisins australiens. Bon, c'est des pays qui sont plus grands, hein, on en conviendra, mais cela dit, ça peut fonctionner, c'est-à-dire que fondamentalement, on a des problématiques qui sont globales et puis on a aussi des problématiques un petit peu plus locales où on voit par exemple que la réalité en province nord pour se soigner n'est pas la même qu'en province sud, hein, vous le disiez tout à l'heure. Et en fait, c'est intéressant pour les provinces de pouvoir aussi avoir une partie des compétences pour pouvoir adapter la situation aux personnes. Et ça, c'est absolument nécessaire et important. Par contre, effectivement, ça nécessite malgré tout qu'il y ait une bonne concordance entre le gouvernement et la province, de sorte à ce que les stratégies s'emboîtent et que quand on met en œuvre, et c'est vrai pour l'environnement, parce que sur l'environnement, ça sert à rien d'avoir 3 codes de l'environnement différents, on est nombreux à le dire, mais surtout que les espèces, elles cohabitent. Hein. Je veux dire, ça sert à rien de protéger certaines espèces dans le nord si elles existent aussi dans le sud et qu'elles ne sont pas protégées, ou inversement. Je donne cet exemple, il n'est pas concret, mais ce que je veux dire, c'est que les écosystèmes sont un ensemble, un tout. Il faut protéger avec une vraie stratégie. La santé, c'est pareil. Il y a les problématiques du pays, et puis après, il y a comment on met en œuvre plus localement pour que ça fonctionne. Thibaut, vous faites toute ma transition, parce qu'en effet, côté environnement, il y a 3 codes de l'environnement. Alors, n'est-ce pas une situation absurde pour un si petit pays ? Les mouettes de King Taz ont leur avis, regardez. Et tout de suite, notre débat sur les provinces sont-elles toujours utiles en 2026 ? Le rééquilibrage
l'ouvrage a-t-il porté ses fruits? Ah, oh mon frère, t'as entendu ça? Les humains, ils sont en train de débattre pour savoir si c'est toujours utile d'avoir des provisions en 2026, Des quoi. provinces, pas des provisions. Ah, d'accord, des provinces. Mais c'est quoi des provinces? Eh ben, c'est un système que les humains ils ont inventé pour rééquilibrer les choses. Pourquoi ils sont bancals? Mais non, mais imagine qu'il y a un endroit qui est en difficulté, ben eux ils se cotisent pour l'aider pour rattraper son retard. Ok, c'est comme s'ils avaient un poussin plus petit que les autres. Voilà, et mais toi, oui, quand tu comprends. Ben ça, hein, tu crois quoi, toi? En tout cas, ils sont généreux entre eux, ces humains. Ça fait combien de temps qu'ils font ça? Ah ou je sais pas, une trentaine d'années, je crois. Patate douce, l'engin, mais il a quel âge, le poussin? Ben je t'ai dit, une trentaine d'années. Ah, tiens, mais c'est quel genre de poussin, ça? Quoi, ça, autruche? Ah oui, c'est vrai que leur système il est loin d'être parfait. C'est comme le perroquet à bosse. C'est quoi, le rapport? Eh ben au nord on peut le pêcher, Ouais, et au sud on peut pas le pêcher. ok. Alors que c'est exactement le même poisson. Mais en fait, ils sont bêtes. Bah, vu comme ça. Donc, en gros, ils se demandent s'il faut repenser les provinces. Ben oui, parce que quand t'as un outil depuis 30 ans, au bout d'un moment tu vérifies s'il fonctionne encore, tu vois. Ok, pas bête, la mouette. Merci. En tout cas, ils peuvent changer ce qu'ils veulent, mais c'est bon si lui, il remonte un poisson pour qu'on puisse lui piquer, parce que j'ai la dalle, là. Ouais, j'avoue que ça fait 3 heures qu'il essaye. Peut-être il faut qu'il rééquilibre sa canne à pêche. Et au lieu de vouloir piquer, va pêcher tout seul, toi. Ah ouais, flemme. Eh ben voilà, tu vois, ça résume bien la situation. T'as dû être un humain, toi, dans une autre vie. Oh, Yahweh. Alors Thibault, les mouettes n'ont pas complètement tort, vous venez de le dire, effectivement, 3 codes de l'environnement avec une gestion des ressources différenciée. À la fois, ça peut sembler absurde parce qu'en effet, on se dit que l'animal reste le même où qu'il soit. Et en même temps, il y a aussi l'adaptation aux conditions locales. Je pense notamment à la province des Îles qui a un code de l'environnement très innovant. Oui, dans l'idée, c'est bien que chacun puisse aussi apporter ses adaptations avec ses affinités, sa culture, son identité. C'est aussi le but d'une région, hein, finalement, hein. C'est de dire, voilà, on fait les choses comme on veut. Mais je pense que c'est pas à opposer avec, encore une fois, la mise en place d'une stratégie globale. Alors, est-ce qu'il faut rétrocéder les compétences au gouvernement pour qu'il y ait cette fameuse stratégie globale à l'échelle pays et qu'ensuite le gouvernement décide avec les provinces de mettre en place certaines choses et une certaine délégation? Je ne sais pas, il faut trouver le bon format, mais ce qui est certain, c'est que il faut que ce soit sur la santé, sur l'environnement, mais sur d'autres thématiques, d'autres secteurs, il faut qu'il y ait une stratégie. C'est-à-dire qu'il faut que toutes ces petites collectivités qui travaillent tout ensemble, ou pas forcément d'ailleurs, justement, mettre en place une stratégie et œuvrent de concert pour pouvoir justement atteindre les objectifs qui sont fixés. Et alors justement, qu'est-ce qui est urgent de réformer, peut-être au moins pour l'environnement? Bien sûr, ce n'est pas de la politique. Bah, il y a énormément de choses à réformer sur la question de l'environnement, mais ce qui est certain, c'est que c'est un sujet aujourd'hui qui, avec la crise politique qu'on vit, est un sujet qui peut paraître secondaire, mais qui est absolument nécessaire, puisque toute notre qualité de vie, elle dépend de notre environnement, hein, notre capacité à avoir des ressources, à y accéder, notre qualité de vie également, de manière générale, et puis tout ce qui fait l'identité de ce territoire dépend de l'environnement. Donc, effectivement, on voit que c'est un sujet qui est au cœur de la vie des Calédoniens et qu'il faut traiter avec la même importance que le sujet de la santé, ou que le sujet du sport, ou que le sujet de la culture. Et donc, tous ces sujets sont essentiels, l'éducation aussi, et en plus imbriqués. Et on a besoin justement de faire en sorte à ce que, avec l'éclatement des compétences, on ait malgré tout des représentants qui travaillent sur l'ensemble de ces secteurs de manière égalitaire. Même s'il y a d'autres choses qui peuvent paraître très urgentes, comme en ce moment la question à l'accès de l'alimentation et à une alimentation saine et à un prix correct pour que tout le monde puisse avoir accès à la nourriture, que l'éducation puisse continuer d'être gratuite et à bien accompagner pour que tout le monde ait accès à l'éducation. Mais le droit à un environnement sain, et ça c'est absolument aussi important, parce qu'on le disait comme pour la santé, la prévention, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui pour prévenir permet d'éviter. C'est un investissement sur le futur, puisqu'on reste en bonne santé et donc on est moins malade, quoi. Exactement. François, ça me fait une transition toute faite pour vous. On parle de réforme. Vous avez récemment participé au Gallieni de la santé. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut porter de toute urgence, justement, en termes de réforme? Alors, il y a deux aspects. Il y a ce qu'il faudrait et le temps juridique. C'est ce qui est ressorti finalement des conférences Gallieni. C'est qu'on va essayer de prioriser et dès la fin du processus électoral, et sanctuariser des réunions mensuelles avec l'ensemble des acteurs de la santé pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire passer avec des arrêtés immédiatement, qu'est-ce qui ressort de telle ou telle administration pour le faire maintenant, tout de suite et rapidement. Mais quand on parle de loi de pays, et il va falloir parler de loi de pays vraiment pour détricoter ce qui a été pas trop bien fait et bien faire, on part sur un processus qui dure à minima 18 mois. Donc 18 mois, hein, on voit tout de suite que c'est important. Par contre, je voulais dire, il y a un chiffre quand même, hein, on parle
il y a 50 000, un peu plus de 50 000 personnes en longue maladie sur le territoire. 50 000 sur un territoire avec 264 000 habitants. Sans compter ceux qui ne sont pas en longue maladie, mais qui sont Quand même avec une maladie chronique. Par exemple, l'obésité est une maladie chronique qui n'est pas considérée comme une longue maladie. La plupart des longues maladies sont silencieuses. Et à un moment donné, il y a cette bascule où la pathologie prend le pas. Voilà. Donc il faut s'imaginer qu'on a une population malade, on parlait d'environnement, et que on va avoir de sérieux problèmes par rapport à ça. Un autre chiffre. Là encore, c'est un investissement aussi sur l'avenir que de réagir. Voilà, on parle de longue maladie, c'est un chiffre que je donne parce que ça, c'est le chiffre CAFAT. Et donc, on parle du payeur. En fait, chacun dans notre vie, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision globale, il faut qu'on ait un accès à une alimentation correcte. Comment est-ce qu'on va être éduqué à la santé? Comment dans son propre projet de vie? Et c'est tout le projet, en fait, de l'Opus. C'est-à-dire désegmenter, mettre le projet particulier au centre. C'est très facile. D'autres l'ont fait. On peut le faire. Donc, je veux dire, c'est pas complexe. C'est facile à faire. Et c'est, en fait, ce vers quoi il faudrait tendre sur l'ensemble des problématiques du territoire dans le décloisonnement des administrations dont on parle aujourd'hui. Eh bien, écoutez, ce sera déjà malheureusement le mot de la fin. Merci beaucoup François, merci Thibaut pour cet échange. Je retiens qu'il nous reste beaucoup à faire pour trouver l'équilibre entre proximité et efficacité institutionnelle. Mais les provinces n'ont-elles pas malgré tout permis de transformer le territoire depuis 1988 ? C'est ce qu'on va voir avec notre invité, le chercheur en sciences économiques, Samuel Gorouna. Samuel, bonsoir. Vous êtes avec nous depuis nos locaux de Koné. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, peut-être pour qu'on comprenne bien l'enjeu de ces provinces, revenons en 1988, quand elles ont été créées sous la forme qu'on leur connaît, c'est-à-dire 3 provinces. Pourquoi fallait-il 3 provinces en ce temps-là ? Alors oui, effectivement, avant les statuts de 88, il y a eu plusieurs statuts, mais les derniers avaient 4 régions. Et c'est vrai que finalement, on est revenu à 3 provinces et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'idée, c'était de partager le pouvoir, ce que les juristes appellent de démocratie consociative. Et l'idée, c'était que après les affrontements des événements des années 80, on puisse donner aux indépendantistes les 2 provinces sur 3. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu la province Nord, la province Sud et la province des îles Loyauté. Alors, ces provinces, elles prévoyaient aussi une notion de rééquilibrage économique. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est évidemment que la Nouvelle-Calédonie a eu son développement très centré sur nos mers. Alors, je rappellerai que le général de Gaulle a parlé de l'usine du Nord en 1966. Du coup, le rééquilibrage, l'idée, c'était d'arriver à faire en sorte que les populations du Nord et des îles puissent rester dans leur province, avoir des emplois et avoir le développement autour. Et ça a été l'idée, du coup, de donner des compétences aux provinces pour pouvoir mettre en œuvre le développement économique. Et c'est pour ça que le développement économique fait partie des compétences importantes des provinces. On le voit à l'image, il y a ce qu'on appelle la clé de répartition, c'est-à-dire un budget volontairement déséquilibré par rapport au taux de population dans chaque province. Donc, depuis, de grands chantiers se sont déroulés, et dans le Nord notamment. Aujourd'hui, on est presque 40 ans plus tard. Est-ce que les inégalités se sont résorbées ? Alors, les inégalités ont été fortement réduites depuis les années 80. Donc ça, c'est une réalité. Si vous regardez les chiffres en termes d'équipement des ménages, d'électrification, d'adduction d'eau, etc., ou également tout ce qui a été fait autour des infrastructures, des routes, des ponts, des transversales, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, pas uniquement du fait du budget de la Nouvelle-Calédonie, avec une répartition effectivement qui est en faveur des provinces Nord et Îles, mais également avec tout ce qui a été l'investissement de l'État avec les contrats de développement. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Toujours est-il qu'aujourd'hui, si on tire un bilan sur les différentes infrastructures ou les différents des équipements ou de revenus, etc., qu'on peut reprendre en termes d'indicateurs, il reste quand même un avantage, évidemment, toujours pour la province Sud, parce que c'est compliqué en quelques décennies de rattraper tout le retard qu'ont eu la province Nord et la province des Îles vis-à-vis de la province Sud. Et alors, justement, 40 ans plus tard, comment ce modèle devrait-il
peut-être évoluer, en tout cas, justement, pour peut-être mieux répartir ces richesses? Alors, il faut peut-être aussi comprendre que quand on parlait tout à l'heure de démocratie consociative, c'est parce que c'est une société qui était divisée. Et donc, pour pouvoir donner les compétences aux uns aux autres, ça permettrait à la province Nord, à la province des îles, particulièrement de faire leur propre développement économique. Si on prend le nickel, par exemple, sans la compétence du développement économique, de l'environnement, etc., là, pour l'instant, on n'aurait pas pu faire son propre modèle, sa propre stratégie nickel, etc., etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est que si on veut quelque chose de plus pays, une réflexion à l'échelle plus pays, d'organisation plus pays, il faut avoir la capacité d'être dans une société qui ne soit pas aussi divisée qu'auparavant et qu'on soit capable, du coup, de pouvoir adapter, ça a été dit dans la partie précédente, d'adapter par exemple le code de l'environnement à des choses plus coutumières, et c'est proche des populations, et que ce soit accepté à l'échelle du coup de la Calédonie. Et c'est peut-être ça aussi l'idée. C'est effectivement, ça coûte d'avoir 3 codes de l'environnement différents, 3 codes du développement différents, etc., etc. Mais il faut aussi que la société calédonienne soit plus apaisée, plus en capacité d'être différente, d'avoir des règles qui s'adaptent aux populations dans les différentes régions et zones géographiques plus ou moins isolées. Samuel, très rapidement, puisque notre échange arrive déjà à sa fin, est-ce que d'un point de vue économique, il serait possible aujourd'hui, 40 ans plus tard, de supprimer les provinces? Alors, la compétence, les compétences des provinces, c'est évidemment, comme on disait tout à l'heure, ont un coût, mais si on prend par exemple la mine avec l'environnement, etc., la DIMINC joue un rôle important pour les 3 provinces, et donc particulièrement le nord et le sud. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la déconcentration ou décentralisation, elle peut aussi se recentraliser. Après, la question, elle est surtout sur est-ce que politiquement, même si économiquement, c'est faisable et ce serait moins coûteux. Est-ce que politiquement, c'est acceptable pour les raisons qu'on a évoquées, de stratégies différentes et de volontés de développement différentes? Et ça, c'est plus compliqué. Samuel Gorohouna, merci beaucoup pour votre éclairage. C'est déjà la fin de cette émission. Alors, les provinces permettent-elles de préserver l'intérêt général en restant proches des réalités du terrain? Ou sont-elles, au contraire, une strate administrative de trop? J'espère que ces 26 minutes d'émission vous auront permis de vous forger votre propre avis. Une chose est sûre, ces institutions touchent à notre quotidien. Merci de nous avoir suivis sur Calédonia et très belle soirée.